Bienvenue dans ce MOOC dédié à l'archivage électronique. Ce MOOC se décompose en 3 modules et je serai votre guide tout au long de la formation. Module 1, archivage électronique, les fondamentaux. Dans ce premier module, nous aborderons les points suivants. Qu'est-ce qu'une archive ? La réglementation qui les encadre, le concept de système d'archivage électronique et l'hébergement des données. Une archive est un document généré par une entreprise, une collectivité ou même un individu dans le cadre de son activité. Elle doit être classée et conservée pour des raisons légales et fiscales en vue d'une consultation éventuelle ou d'un contentieux. Ne confondons pas pour autant archive et documentation. Par exemple, une brochure d'entreprise ou un article de presse constitue de la documentation. A contrario, un contrat ou une facture constitue une archive, car ces documents sont générés dans le cadre de votre activité. Les archives sont encadrées par de nombreux textes. Le Code du patrimoine, tout d'abord, la CADA, Commission d'accès aux documents administratifs, la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, le Code civil et d'autres textes encore. Ces textes ont fait apparaître la notion de DUA, durée d'utilité administrative, c'est-à-dire la durée pendant laquelle les archives doivent être conservées et la notion de sort final, c'est-à-dire que faire de l'archive à la fin de la période de conservation, la détruire ou la conserver définitivement. L'article 1366 du Code civil a introduit en mars 2000 la notion d'archivage électronique, car il précise qu'un original électronique a la même valeur qu'un original papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Depuis 2000, il est donc possible de posséder des archives papier et des archives électroniques. Depuis 2016, ce même droit civil, article 1379, a introduit la notion de copie numérique fiable. Il est donc possible de numériser un document papier selon des conditions spécifiques de numérisation et de conservation qui permettront, après destruction de l'original papier, de ne conserver que la copie numérique. Il existe 2 types d'archives, publiques et privées. Les archives publiques sont les documents générés par les collectivités, les administrations, etc. Il s'agit également des documents qui ont une valeur historique et ou patrimoniale. Les archives privées sont celles générées par des entreprises dans le cadre de leurs activités. Il s'agit principalement de documents administratifs et fiscaux ou contractuels. Dans certains secteurs cependant, les archives peuvent différer ou faire face à des contraintes spécifiques. Pour certaines entreprises, dans un objectif de protection de la propriété intellectuelle, il aurait fortement recommandé de conserver des documents qui leur permettraient de prouver l'antériorité de leur création, mais aussi de leurs travaux, de leurs inventions, etc. Dans le secteur de la santé, les établissements concernés comme les hôpitaux, les laboratoires d'analyse, les laboratoires pharmaceutiques ou les mutuelles font face à des contraintes supplémentaires concernant la protection des données de santé à caractère personnel. Un agrément dénommé HDS, hébergeur de données de santé, délivré par l'ACIP, est nécessaire pour assurer la conservation des documents contenant ces données. C'est vrai que le domaine de l'archive est encadré, celui de la santé l'est d'autant plus qu'on a affaire à une double filière. On est d'un côté, dans la majorité des cas, concerné par des archives publiques, et qui définit donc des archives publiques, c'est évidemment le Code du patrimoine. C'est un peu la Bible, évidemment, pour l'archiviste, mais également pour l'archiviste dans le domaine de la santé, puisqu'il va définir, outre les étapes de gestion, les modalités de gestion, mais aussi renvoyer à tout un ensemble de textes qui définit la conservation. Donc ça, c'est une première chose. Autre élément que doit avoir absolument à niveau égal, d'ailleurs en main, l'archiviste du domaine de la santé, c'est le Code de la santé publique, qui est l'autre Bible sur lequel il doit s'appuyer. Alors pas nécessairement en contradiction avec ce que dit le Code du patrimoine, mais qui lui définit plus précisément
des modalités liées à la sécurité de la conservation, aux modalités de communication, de tout ce qui est archives du domaine de la santé, et puis évidemment tout ce qui est durée de conservation. Il n'y a pas que ça, hein, on a toujours tendance à penser à ces 2 textes pour les archives du domaine de la santé, mais il y a d'autres textes, tout ce qui est lié au laboratoire, à la recherche, qui doit être aussi maîtrisé par l'archiviste de ce domaine-là. Je vais juste donner un exemple. Par exemple, si on a affaire à un dossier de recherche clinique, ça concerne beaucoup de centres hospitaliers aujourd'hui, en particulier en France, les CHU, mais pas seulement. Un dossier de recherche clinique, c'est 15 ans date de la fin du dossier de la recherche clinique, avec une évolution à venir de passage à 25 ans pour un alignement avec des durées européennes. Donc 15 ans date de fin d'un dossier de recherche clinique, alors que quand on raisonne sur le dossier médical de tout un chacun quand il est patient dans un établissement, c'est 20 ans date de dernier passage dans l'établissement. Donc voilà, donc pour l'archiviste, c'est un peu un casse-tête, hein, la mise en application des durées de conservation. Il faut qu'il soit bon calcul mental, et puis surtout qu'il prenne en compte pas seulement la notion de délai, hein, de durée de conservation, mais aussi à partir de quoi il doit calculer. Donc fin d'une recherche, date de dernier passage dans l'établissement. Quand il a plusieurs dossiers, ça veut dire qu'il faut qu'il aligne tout sur la même date de dernier passage. Date d'un acte pour la biologie, donc qui est encore une autre mode de conservation d'un certain nombre d'autres données de la santé. Donc voilà, donc pour l'archiviste, pas simple, mais plutôt riche en recherche et en mise en application. Alors, autre sujet très important dans le domaine de la santé, c'est aujourd'hui les avancées en matière de dématérialisation. Outre le décret du 5 décembre 2016, ce sont surtout les ordonnances du mois de janvier 2017 que doit bien connaître l'archiviste du domaine. Il y a 2 textes différents qui sont complémentaires. Le premier, donc, ce sont les ordonnances numérotées 2017-27 et 2017-29. Donc un des textes encadre aujourd'hui la conservation, c'est chez un tiers de confiance au niveau données de santé, avec des changements dans les modalités. Jusque-là, c'était un agrément qui était délivré par le ministère de la Culture. On est dans la filière archives publique. Aujourd'hui, c'est un certificat de conformité. Donc ça change les modalités, mais ça change aussi les interlocuteurs. On passe du ministère de la Culture aux organismes capables de délivrer ce type d'agrément, l'AFNOR par exemple pouvant en être un. Autre texte, l'autre ordonnance, celle qui est numérotée 29, concerne la dématérialisation des données de santé, avec la possibilité post-numérisation dans un processus encadré de pouvoir éliminer les documents papier. Ça, c'est une révolution pas seulement pour les établissements de santé, mais pour toute la filière qui manipule des données de santé. C'est valable pour le domaine social, les EHPAD, les organismes sociaux, les mutuelles, évidemment. Donc on est dans une filière qui s'est extrêmement élargie autour des données de santé. Et puis ne pas oublier, évidemment, la directive qui entre en application le 25 mai 2018, donc directive européenne qui contraint les règles de conservation sur tout ce qui est données à caractère personnel, et les données de santé, évidemment, sont concernées par cette directive. Les systèmes d'information des entreprises comportent de nombreux applicatifs. On y retrouve des outils de CRM, des ERP, des GED, des outils de messagerie, de comptabilité et bien d'autres encore. À ce titre, avec le développement des originaux électroniques, le SAE fait partie du système d'information d'une entreprise. Il ne faut pas confondre gestion électronique de documents et système d'archivage électronique. La confusion se fait souvent au niveau du mot stockage, et le stockage n'est pas synonyme d'archivage. Le SAE, contrairement à la GED, assure des engagements propres et spécifiques à l'archivage. Le SAE permet de faire face aux contraintes techniques, légales et réglementaires associées à l'archivage. Il garantit le maintien et l'intégrité des documents, qui sont les composantes essentielles de la valeur probatoire. Il permet d'exploiter les archives sur le long terme, d'y attribuer une date certaine et donc de constituer un dossier de preuve.
Une GN ne peut pas remplacer un SAE. Par contre, les deux outils sont complémentaires. Où doivent être hébergées vos données et vos documents? Il est fortement conseillé de conserver les données sur le territoire européen. Pour certaines données, comme les données fiscales ou de santé, c'est même obligatoire. L'Union européenne dispose d'une législation commune sur la conservation des données, qui sera renforcée en mai 2018 avec l'apparition du règlement européen GRDP. Concernant les données de santé à caractère personnel, la législation française plus restrictive impose de conserver les données sur le territoire français. Que l'on héberge chez soi ou chez un prestataire, il y a tout d'abord un point important à prendre en compte, c'est la sécurité de ces archives, électroniques bien sûr, puisque dans la vie papier, on va prendre soin de choisir un endroit qui est sécurisé contre les incendies, contre les inondations. Eh bien, on a la même exigence en électronique, assurer la sécurité informatique de ces archives pour qu'elles ne soient pas, d'une part, piratées, d'autre part, qu'elles ne soient pas détruites ou altérées. S'il y a la moindre altération d'archives, on peut mettre en péril la valeur légale et probante d'une archive électronique. En ce qui concerne les prestataires, il y a lieu aussi de vérifier si son prestataire respecte un certain nombre de normes d'archivage électronique. C'est mieux. Parce que ces normes correspondent à l'état de l'art en matière d'archivage électronique et donc on peut être certain que ces archives seront bien gérées. C'est un point important lorsqu'on fait appel à un prestataire. Si on est une entreprise du secteur public ou une administration, on va prendre soin aussi de choisir un prestataire qui soit agréé par le service interministériel des archives de France, c'est obligatoire. Deuxième point essentiel dont je voulais vous parler, c'est la localisation de ces archives. En effet, il est important de savoir où est-ce que ces archives électroniques vont être localisées en termes géographiques. Si c'est chez soi, eh bien on va a priori savoir où elles sont archivées, pas sur quel site. Si on fait appel à un prestataire, c'est pas toujours évident. Donc ça, ce point doit être déterminé dans le contrat avec le prestataire. Pourquoi ? Parce que les archives peuvent contenir, et la plupart du temps, elles vont en contenir, des données à caractère personnel. Et par principe, les données à caractère personnel ne doivent pas sortir de l'Union européenne, sauf un certain nombre d'exceptions. Mais il est plus facile de gérer par exception. Voici ce qu'il faut retenir de ce module. Premièrement, un document électronique a la même valeur qu'un document papier, à condition de pouvoir identifier l'émetteur et de pouvoir garantir son intégrité dans le temps. Nous verrons cela plus en détail dans le prochain module. Deuxièmement, une archive électronique fait face aux mêmes contraintes qu'une archive papier, notamment sur les délais de conservation. Troisièmement, les données de santé à caractère personnel sont sujettes à des contraintes de sécurité plus élevées et ne peuvent être hébergées que par des entités possédant l'agrément HDS. Quatrièmement, une GED n'est pas un SAE. Elle ne permet pas de respecter les contraintes légales, cependant ces deux outils sont complémentaires. Cinquièmement, il est fortement conseillé d'héberger les données sur le territoire européen, voire français, pour les documents contenant des données de santé à caractère personnel, ou encore les documents fiscaux, comme les factures, ou des données personnelles. Il vous faudra un accord préalable de la CNIL pour héberger vos données dans un pays hors de l'Union européenne. Voilà, ce premier module est terminé. N'oubliez pas de tester vos connaissances avec le quiz et de vous inscrire pour le prochain module. Nous y aborderons des points essentiels. Les instruments de gestion, les référentiels, les normes, les exigences fonctionnelles et les outils.